Salut Bénédicte. Salut, salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bénédicte, tu es membre d'Europe, j'allais dire d'Europe Écologie Les Verts, mais non, ça s'appelle Les Écologistes maintenant. Tu es membre des Écologistes, tu es conseillère municipale et communautaire à Melun, tu es ancienne conseillère fédérale des écologistes, pardon, et tu as été suspendue de ta charge. Tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi. Mais j'ai une première... Tu étais aussi, pardon, sur la liste des européennes pour les écologistes et tu as été viré de la liste. Je pense que là, il n'y a pas d'autre mot que ça. On y reviendra aussi, mais d'abord, justement, on est en pleine campagne européenne. C'est le 9 juin prochain. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, inscrivez-vous sur la liste électorale ou pas d'ailleurs, faites comme vous voulez. Comment est-ce que tu lis la stratégie qui aujourd'hui est celle de la liste des Verts, sachant que tu es dans une position un peu particulière puisque toi tu es plutôt en contradiction, en divergence, tu as des divergences vis-à-vis de cette stratégie. Oui, vis-à-vis de la ligne qui est affirmée, qui est un peu la ligne de l'écologie attrape-tout, quoi. C'est une ligne qui va de Ludowski, la gilet jaune, à Guébali, la macroniste, en fait. Et donc, on continue de raconter la même histoire que l'écologie ne serait ni de droite ni de gauche, ce qui est d'ailleurs l'histoire que Guébali raconte. Voilà. Donc, l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Donc, finalement, l'écologie n'est pas traversée par les mêmes rapports de force que l'ensemble des forces sociales dans ce pays, alors qu'on sait très bien qu'il y a un écofascisme, il y a une écologie capitaliste, voilà, le capitalisme vert, dont Macron est un représentant parmi d'autres en Europe aujourd'hui, et puis on a l'écologie sociale en fait. Et donc à force de vouloir mettre ensemble comme ça un monde de l'écologie qui en réalité est totalement disparate et surtout qui est traversé par des conflits de classe relativement traditionnels en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, la bourgeoisie, elle est du côté de l'écologie capitaliste, voire du côté de l'écofascisme si ça arrange ses affaires, et que l'écologie populaire, elle est nécessairement du côté de l'écologie sociale en fait. Et donc, en faisant ce choix, très clairement, c'est un choix électoraliste. C'est-à-dire qu'à court terme, dans le jeu qui s'ouvre là aux européennes, on travaille sur un électorat acquis qui va se déplacer entre Glucksmann et nous, voire peut-être la France insoumise, mais encore, parce que vu ce qu'on raconte, ça va être entre Glucksmann et nous. Bon, là, il se trouve que c'est Glucksmann qui est en dynamique, donc très probablement cet électorat qui va plutôt se reporter sur Glucksmann, et on le voit d'ailleurs dans les sondages. On n'est pas très bien placé pour l'instant. Mais en fait, on ne fait pas de politique. C'est-à-dire que l'élection n'est pas l'occasion vraiment de faire de la politique et donc de travailler à construire une hégémonie culturelle qui puisse faire qu'un jour, on arrive au pouvoir et enfin, on ait des politiques écologistes et non pas des politiques d'accompagnement du capitalisme qui profitent qu'aux riches et qui, de fait, continuent de détruire notre environnement, quoi. Alors, ce que tu racontes, ça a été porté par certains candidats et candidates à vos différentes élections de motion, ou je pense notamment, par exemple, aux primaires des écologistes au moment de la présidentielle 2022. Donc il y a eu des arbitrages, y compris par exemple pour le choix de la tête de liste aux élections européennes. On sait que à Europe Écologie Les Verts, vous êtes un parti qui fonctionne de manière plutôt plus démocratique que d'autres partis et mouvements à gauche. Toi, tu es dans une position qui est plutôt minoritaire parce que ce que tu dis, ce que tu portes a plutôt perdu. Et lorsqu'il s'agit de choisir Yannick Jadot, et lorsqu'il s'agit de choisir Marie Toussaint, et peut-être même lorsqu'il s'agit de choisir Marine Tondelier à la tête du parti. Est-ce que je dois comprendre que ce que tu dis est aussi minoritaire
au sein d'Europe Écologie Les Verts. Et donc du coup que ce choix de faire une liste attrape-tout, entre guillemets, pour les élections européennes, bah, c'est juste le reflet de ce qu'est aujourd'hui Europe Écologie Les Verts. Alors, je pense que oui, il y a un état indéniable des rapports de force au sein du parti. Et c'est vrai que le parti a depuis quelque temps déjà rétrocédé sur la confrontation, qui devrait être normalement la bataille idéologique. Quoi. La bataille idéologique, à gauche, elle se fait dans la confrontation. Quoi. Et c'est pas du tout ce qu'a porté Yannick Jadot, même si, en fait, son programme, ce n'était pas un programme de droite, ce serait complètement absurde de dire une chose pareille. Mais dans la manière de faire la campagne, de mener la campagne, etc., et un certain nombre de mesures qui sont, par exemple, la mesure qui est portée, par exemple, en ce moment par Marie Toussaint sur Total, bon, c'est une mesure qui n'est pas une mesure de gauche. Enfin, c'est une mesure qui ne peut pas aboutir. On ne voit pas pourquoi on va racheter une partie du capital de Total pour finalement transformer l'outil productif de Total sur les deniers publics, alors qu'une vraie mesure écolo radicale sur la question du pétrole, ça serait, comme on sait qu'il ne faut absolument plus extraire de pétrole, laisser le pétrole qui est aujourd'hui dans le sol, ce serait, on interdit aux banques d'investir dans des nouveaux gisements et des nouvelles explorations, exploitations, etc. Et on interdit toute exportation supplémentaire de pétrole. Bon, puisque en fait, les énergies, depuis le 19e siècle, elles n'ont jamais cessé de s'additionner les unes aux autres, mais que finalement, aujourd'hui, on consomme plus de charbon dans le monde qu'on en consommait au pire de la révolution industrielle. Je veux dire, donc, ça, il faut le dire, on n'assume pas, en fait, vraiment des propositions de confrontation. On est systématiquement dans un truc d'accompagnement, alors que Marie Toussaint, le choix qui a été fait de Marie Toussaint, et enfin, je connais suffisamment ce parti, ça fait maintenant presque 14 ans que j'y suis, donc je ne suis pas non plus... voilà, je connais suffisamment ce parti. J'ai été 2 fois secrétaire départementale, j'ai été conseillère régionale, enfin voilà. J'étais candidate à la tête de liste à un moment pour les élections européennes. Ouais, pour les européennes. Et on a empêché que le débat se passe. Là aussi, la direction a empêché qu'il y ait une vraie possibilité pour qu'il y ait une espèce de choix ouvert pour les militants de ceux qui pouvaient ou de celles qui pouvaient éventuellement prétendre à la tête de liste. Bon, ce que je regrette, parce que je pense que donc tu dirais qu'il y a un problème démocratique aussi à Europe Écologie Les Verts, parce que vous êtes souvent cité en modèle en fait de démocratie de parti, même si bon effectivement il y a parfois des problèmes d'efficacité. Ah bah oui. Là il n'y avait pas 2 candidats en fait à la tête de liste aux européennes, il y en avait 4. Il y avait donc David Cormand, Marie Toussaint, une autre femme qui est candidate d'ailleurs, Majou Linsbaï, et qui est du nord de la France, et puis moi. Bon. Donc il y avait 4 candidatures. En réalité, il n'y en a que 2 qui ont été proposées à l'ensemble des militants. Et Marie, c'est ce que je voulais dire en fait tout à l'heure, si elle a été choisie, je pense que c'est d'une part parce que c'est une femme et que c'était désiré par les militants et les militantes que ce soit une femme qui porte la liste, mais en plus parce qu'elle apparaît au sein d'Europe Écologie Les Verts comme plus à gauche que David Cormand. Parce que Cormand, c'est vraiment le théoricien l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, quoi. Alors que fondamentalement, l'écologie, elle est ni de droite, ni de droite, quoi. Voilà, l'écologie, elle est de gauche, en fait. Elle est nécessairement de gauche. Hein. Donc, l'écologie qu'on porte ne peut être que de gauche. Parce que si on fait de l'écologie sociale, c'est-à-dire si on fait une écologie qui, par définition, concerne l'ensemble de la population et surtout envisage les rapports de classe et les inégalités et cherche à les corriger, pour arriver à une société d'égaux, elle ne peut être que de gauche. Oui, mais tu me dis que justement Marie Toussaint portait en fait cette écologie plus de gauche que celle de David Cormand. Cette image-là, elle a porté cette image-là. Dans le parti, elle était associée à cette image-là. Et puis le travail qu'elle avait fait au sein de Notre Affaire à tous. Donc c'est pas qu'une image. C'est une réalité. Voilà, le travail qu'elle avait fait au sein de Notre Affaire à tous, bon, ça reste un combat circonstancié pour faire condamner l'État sur l'inaction climatique. Bon, voilà. Mais elle était associée à ça. Et de fait,
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, si, je pense qu'il y a une stratégie délibérée qu'elle a initiée, suivie, prise en charge. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, il y a une stratégie délibérée qui est que cette campagne électorale n'est pas une occasion de faire de la politique, n'est pas une occasion de construire un rapport de force au sein du champ politique pour regagner l'hégémonie culturelle que la gauche a perdue depuis longtemps, parce que ce travail n'a pas été fait, à part par Mélenchon ces dernières années. Enfin, il y a quand même des différences entre ce que nous, on porte, les écologistes, et ce que Jean-Luc Mélenchon porte. Moi, je regrette que nous ayons abandonné l'idée, par exemple, d'être un parti hégémonique. En fait, on est systématiquement l'espèce de faire-valoir, de supplément d'âme. Alors, en fonction du rapport de force dans le champ politique, tantôt de la gauche radicale avec la France insoumise, tantôt de la gauche molle avec le Parti socialiste, quoi. Donc, c'est quand même incroyable, comme si on n'avait pas, justement, comme si on était incapable de définir une ligne. À force de naviguer à vue comme ça, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va finir comme les Verts en Italie. Les Verts en Italie, ils ont disparu du paysage. Aujourd'hui, ils sont obligés de s'allier pour pouvoir se présenter à des élections. Ils se sont alliés à Sinistra Italiana parce qu'ils ne pouvaient plus tout seuls, ils sont trop faibles pour se présenter à une élection. Oui, mais alors justement, moi je suis ce que tu dis et ce que tu fais depuis quelques mois, voire depuis quelques années. Et là, tu viens de citer par exemple Jean-Luc Mélenchon et tu me dis, on a quand même des différences avec Jean-Luc Mélenchon. Du coup, qu'est-ce que c'est les différences? Qu'est-ce que vous avez apporté? Ou plutôt, pas vous, mais qu'est-ce que toi, tu penses que l'écologie tel que tu pourrais envisager que le parti Les Écologistes pourrait porter, qu'est-ce que vous avez apporté de différent de l'écosocialisme, en gros, qui est porté par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon? Le rapport à l'État. Parce que nous, déjà, on a un héritage libertaire qui nous fait penser les choses de manière différente. C'est-à-dire que, par exemple, pour revenir à cette question d'énergie dont on parlait tout à l'heure à propos de Total, une transition écologique de l'énergie devrait aussi être l'occasion de poser le problème de la propriété. Et donc, est-ce qu'on veut une propriété socialisée de type du socialisme réel, du communisme réel, c'est-à-dire en fait une propriété étatisée avec une nationalisation une totale, nationalisation quoi. Avec le risque, après, on le sait très bien, d'une bureaucratie qui va finir par manger le projet, c'est ce qui s'est passé en Union soviétique, ou est-ce qu'on veut une propriété privée de type capitaliste, celle qu'on a, avec le risque que celle-ci, elle mange non seulement la planète, mais les sociétés humaines, enfin l'écosystème, mais aussi les sociétés humaines, qu'elle détruit, parce que détruire l'environnement, c'est aussi détruire les sociétés. Et on a plein d'exemples de ça. Ou est-ce qu'on veut penser une propriété socialisée, mais à des échelles qui empêchent justement l'apparition de ce type de bureaucratie, etc., et qui soient déjà des espaces de contre-pouvoir à l'État, exactement comme on peut le faire avec la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, exactement comme on peut le faire au niveau des communes, en particulier pour penser un certain nombre de services publics, de comment est-ce qu'on produit les biens et les services dont on a besoin, etc. Et comment est-ce qu'on organise la production en mettant ensemble à la fois les producteurs et les consommateurs, mais aussi les petits intermédiaires, etc. Comment est-ce qu'on construit cette société écologique qui n'est pas seulement une société qui pense la préservation de l'environnement, mais c'est aussi une société qui pense la réappropriation vraiment de l'organisation sociale, de l'organisation de la production par les acteurs, par les principaux concernés, ceux qui produisent, ceux qui consomment, ceux qui éventuellement distribuent. Ouais. Tu as dit une phrase qui m'a intéressé, tu as dit, tout ce que tu as dit était intéressant, mais il y a une phrase qui m'a interpellé, c'est Europe Écologie Les Verts ou les écologistes, on a abandonné l'idée d'être hégémonique. Est-ce que, d'après toi, c'est ça l'objectif aujourd'hui de ton parti, c'est d'être hégémonique? Ah ben, pour moi, bien sûr. Enfin, pour moi, bien sûr. Donc c'est de bouffer, en gros, l'espace de la gauche, voire d'ailleurs de tout l'échiquier politique, et de faire
finalement ce qu'a essayé de faire Jean-Luc Mélenchon, hein, on lui a beaucoup reproché de vouloir être hégémonique, c'est-à-dire de mettre à genoux, en gros, à tes partenaires, qu'ils soient socialistes, insoumis ou communistes. Alors, quand je parle d'hégémonie, moi, je parle plutôt d'hégémonie culturelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de manger la diversité de la gauche, quoi. Enfin, d'ailleurs, ce serait quand même un comble d'être écologiste et d'être justement aussi pour une société ouverte, construite sur l'idée d'une communauté politique et pas un ethno-nationalisme comme peuvent essayer de nous le vendre les écofascistes, justement, ce qui n'existe pas en fait, ce qui n'a jamais existé. Hein. Et ce qui fait la grande spécificité de l'espèce humaine par rapport à l'ensemble du monde animal, c'est justement sa plasticité et sa capacité d'inventer des manières d'être, de faire, de vivre partout sur cette terre, absolument extraordinairement diverses. Bon. Et d'être capable aussi, et c'est nos démocraties modernes, hein, c'est vraiment la singularité de la modernité, c'est de vivre avec des gens qui viennent de plein d'endroits différents, qui ont des références culturelles qui sont différentes, etc. Et le principe même de la démocratie, c'est justement qu'on fonde une communauté politique qui sait vivre ensemble à partir de tous ces lieux divers et ces références diverses, etc. Et qui font la richesse de nos sociétés, hein, et leur intérêt. Bon. Donc, moi, je parle d'hégémonie culturelle. Il ne s'agit pas d'annihiler la diversité de la gauche. Mais par contre, je crois que nous devons gagner l'hégémonie culturelle et qu'il y a un enjeu fondamental à le faire très rapidement. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est que probablement, moi je le vois comme ça, hein, vu ce que fait la majorité actuelle de notre parti. Alors elle est transitoire, hein, la majorité actuelle du parti. Hein, on peut la changer, on peut la transformer. Et d'ailleurs, moi c'est ce que j'aimerais réussir à faire, transformer la majorité. Ça ne veut pas dire nécessairement remplacer, ça veut dire gagner des batailles idéologiques qui font que ce qu'on va porter ira dans le sens que je dessine et pas dans celui qui est dessiné aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que probablement ce qu'on va voir se passer, on le voit très bien avec Glucksmann. Moi, je l'appelle le chouchou du capital. Quand on voit toute la presse qu'il a derrière lui, etc., l'espèce de bénéfice immédiat, on lui accorde immédiatement une espèce de bénéfice comme ça qui montre bien que en fait, voilà, il est le candidat de la bourgeoisie, on va dire. Hein. Eh bien, le risque, c'est que la force d'attraction de Glucksmann repositionne le barycentre de la gauche vers le centre, vers un hypercentre qui pourrait, et c'est ce qu'il cherche à faire, trouver à présenter un candidat aux prochaines élections présidentielles qui marginaliserait la gauche que représentait jusqu'à présent, enfin la ligne que représentait jusqu'à présent la France Insoumise avec l'Avenir en commun. Et donc du coup le rapport de force se déplacerait vers le centre, alors même que tout le travail de Mélenchon de 2012-2017 voilà, a été de le ramener à gauche. Et ça, c'est un risque énorme parce que c'est exactement ce qui s'est passé en Italie. C'est ce qu'a fait Draghi. Il ne faut pas oublier que Draghi gouverne avec la Ligue et les 5 étoiles. Renzi avance et voilà. C'est le même schmilblick. Et à la fin du fin, qu'est-ce qu'on a ? C'est Giorgia qui gagne. Ben ouais, parce que quand on fait tomber le clivage droite-gauche, quand plus rien n'a de sens, hein, et ben, ce qui reste, c'est ceux qui gouvernent depuis longtemps et ceux qu'on n'a jamais essayé d'une certaine manière, et allons-y, on peut y aller, quoi. Voilà. Juste sur cette histoire de barycentre, parce qu'en fait c'est important, c'est-à-dire que là tu resitues la campagne des européennes et ce qui va se passer le 9 juin dans la perspective plus lointaine, mais quand même pas si lointaine que ça, des élections présidentielles de 2027, des élections législatives qui vont s'en suivre, etc. Sur la question du barycentre, moi je suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis sur Raphaël Glucksmann. C'est pas tellement ma came non plus, hein, mais là n'est pas le sujet. Mais en revanche, je trouve qu'il a une proposition politique qui se tient.
encore une fois, c'est pas la mienne, c'est pas la tienne non plus, mais genre, il arrive à articuler en fait plein de choses, à la fois genre son rapport à la guerre, à notamment ce qui se passe en Ukraine, un rapport aussi à comment est-ce qu'on fait du changement en fait dans la société. Et force est de constater que là où Jean-Luc Mélenchon veut être en rupture, lui, il veut plutôt être dans un accompagnement, enfin, en tout cas, des changements plus en douceur, et que ça rencontre un certain succès dans la gauche. Et puis, au-delà du fait que genre, il arrive à concentrer aujourd'hui une partie des intentions de vote, on va voir si ça se traduit le 9 juin en véritable vote, mais il capte le peu d'espoir que certains ont d'avoir une gauche un peu au-dessus de 10% en gros aux élections européennes. Là où, et ce sera ma question, quand on voit quand même globalement qu'on est tous autour de 10%, Glucksmann un peu au-dessus, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, un peu en dessous de 10%, d'ailleurs plutôt autour de 5 que de 10, et que de l'autre côté des l'échiquier politique, tu as Bardella qui s'envole au-dessus de 30%, avec une Marion Maréchal qui fait genre 6-7%, et qu'en tout, ça fait 40%. Tu vois, quand tu me parles de barycentre, je me dis genre, bon, si on parle en termes de barycentre, au premier tour de l'élection présidentielle, je veux bien que genre on puisse mettre le barycentre très à gauche, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, admettons que le candidat ou la candidate une candidat ou un candidat de la gauche réussisse à passer au deuxième tour en 2027, il va falloir quoi? Qu'il ressente son barycentre. Du coup, on va avoir un candidat de droite qui va se présenter au deuxième tour de l'élection présidentielle, alors qu'à la base, il était né, tu vois, dans les dynamiques de la gauche. Donc, j'ai un problème avec cette notion de barycentre que je trouve pas très pertinente, tu vois. D'autant que ça pose des questions, en fait, sur exactement ce qu'a été le vote de Jean-Luc Mélenchon en 2017 ou 2022, tu vois. Moi, je pense qu'il a plutôt été il a réussi à concentrer, en fait, toutes les voix de gauche, le peuple de gauche, tu vois, il a réussi à les concentrer sur lui-même. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'on était d'accord et que tous les gens qui ont voté pour lui étaient d'accord avec ce qu'il proposait? Bien sûr que non. Je suis pas sûr, tu vois. Enfin, mais du coup, ma question c'est, est-ce que tu penses que la gauche de confrontation et de rupture, à laquelle moi je crois appartenir, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui elle a encore de l'avenir? Ah bah non, mais je pense que non seulement elle a de l'avenir, mais c'est une nécessité absolue, mais vraiment une nécessité absolue. Et la gauche, l'écologie de rupture, parce que c'est vraiment tout un modèle de société qu'il faut remettre en cause. Et pour le remettre en cause, il faut travailler. Il faut donner à voir ce qu'on veut faire. Il faut le donner à voir, à entendre, et il faut le rendre désirable. Et ça, c'est du travail. Et c'est du travail de confrontation idéologique, etc. Et c'est un travail que, pour moi, on ne fait pas assez, nous, les écologistes. Enfin, je parle d'Europe Écologie Les Verts, qui s'appellent aujourd'hui les écologistes. Mais j'aime. Tu estimes que d'autres le font mieux que vous? Ah bah, l'extrême droite l'a fait. Et c'est-à-dire comment? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, travailler l'extrême exactement? droite, depuis les années 50, ils produisent des revues, ils essayent de construire une espèce de représentation idéologique du monde qui est relativement holistique, enfin, qui est cohérente. Voilà ce qu'ils nous disent sur le terroir, l'ethnonationalisme, les limites du capitalisme, voilà, tout ça est très cohérent en fait. Il y a eu un gros travail idéologique de fait, d'ailleurs en référence à Gramsci et à la conquête de l'idéologie culturelle. Bon, voilà. Donc, et en particulier sur l'écologie, ils ont fait vachement de travail avec de Benoît et puis Le Grèce et tout ça. Enfin, ils ont fait énormément de travail. Bon. Et donc aujourd'hui, ils arrivent avec une proposition politique qui est relativement cohérente. Mais attends, les écologistes aussi, enfin je veux dire, de André Gorz à Bruno Latour, vous avez eu des gens qui ont travaillé aussi la théorie. Mais il est où l'héritage de Gorz, par exemple? Quand Gorz nous disait la voiture individuelle, c'est n'importe quoi. Il disait c'est de la merde, quoi, la voiture individuelle. Pourtant, il aimait bien les voitures. Il aimait bien la vitesse et il aimait bien les voitures. Mais quand Gorz disait ça, nous, quand est-ce qu'on le dit, ça? Quand est-ce qu'on dit c'est fini en fait le modèle de la voiture individuelle? C'est terminé le modèle de la voiture individuelle. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous vendre avec la voiture électrique, c'est une mobilité injuste. C'est-à-dire que seuls les riches pourront se permettre d'avoir une voiture électrique, de continuer à se déplacer en ville, d'y trouver des bornes, souvent gratuites d'ailleurs, pour recharger leur voiture électrique. Quand les pauvres,
seront cantonnés à la périphérie avec des vieilles voitures qui leur posent tout un tas de problèmes et qui leur coûtent cher et qui en plus ne passent aucun des critères qui leur permettent de se déplacer librement. Donc la promesse de la voiture individuelle qui est une promesse de liberté, de flexibilité, en réalité elle va se résumer à ce qu'elle est finalement, une promesse d'injustice sociale et d'entre-soi, hein, puisque les riches, et on le voit déjà dans les transports en commun, moi je prends le train de banlieue pour venir travailler tous les jours, qui est-ce qu'on voit dans les trains tôt le matin, tard le soir, etc. On voit en fait les catégories populaires qui vont bosser, qui sont obligés de se déplacer, qui souvent habitent à l'ouest, à l'est et qui vont travailler à l'ouest de l'Île-de-France, etc. Donc ça, c'est un discours qu'on n'a pas porté. C'est-à-dire que la promesse de la voiture électrique est non seulement une promesse qui écologiquement est insoutenable, mais en plus c'est une promesse qui est fondamentalement injuste et qui reproduit les conditions d'une société où la division de classe est tellement enquistée dans des manières de vivre, dans des manières d'habiter, etc., que finalement les gens ne se rencontrent plus. Or, on ne fait pas société quand on ne se rencontre pas. Juste, tu m'as parlé de ce paysage, on va dire, intellectuel que tu trouves pas assez construit, on va dire, chez les écologistes. Il y a un autre endroit, en fait, que vous auriez pu, et en fait, que vous travaillez aussi, c'est la pratique du pouvoir. Parce que, bon, certes, il n'y a jamais eu encore de président de la République ou de Premier ministre écolo. En France, en revanche, vous dirigez des villes. Et vous dirigez plein de grandes villes aujourd'hui, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Poitiers, et j'en passe. Et vous êtes dans beaucoup de majorités municipales, à Paris, à Marseille, etc. Comment est-ce que vous envisagez le rapport en fait, à cette pratique du pouvoir? Est-ce que, par exemple, ce que tu dis sur la voiture individuelle, est-ce que ce travail, tu vois, pour sortir de cette idéologie de la voiture individuelle, il est mis en pratique dans ces villes que vous dirigez? En partie, oui. Je veux dire, quand Piolle à Grenoble décide d'interdire la publicité, par exemple, de fait, ça crée un moment de conflictualité qui permet de dénoncer un certain nombre de choses sur comment est-ce que le capitalisme fonctionne, ce capitalisme de la consommation qui nous rend, qui utilise des affects et des besoins sociaux, se sentir aimé, se sentir intégré dans un groupe, etc. et qui, à travers ça, va nous faire consommer. Et ce que ça veut dire en termes écologiques, de destruction de l'environnement, en termes social, d'exploitation des travailleurs et des travailleuses à l'autre bout de la planète, etc. Donc oui, il le fait. Moi, je pense qu'on ne l'assume pas assez derrière. Hein, c'est comme quand il y a eu l'histoire du sapin, par exemple, à Bordeaux. Pareil, c'était intéressant, parce que là, tout à coup, en fait, il y a une conflictualité qui permet de réintroduire du politique, hein, et de transformer les imaginaires. Sauf que en face, la machine de propagande, elle est extrêmement puissante. Et si nous, on n'est pas suffisamment solide, fort, hein, et cohérent dans ce qu'on va raconter, eh bien, de fait, on perd la bataille à chaque fois. Mais donc toi, tu penses qu'il faut être radical dans son positionnement? Parce que je pense que c'est un peu différent la publicité et le sapin de Noël, le Tour de France ou tous les trucs sur lesquels vous vous êtes fait épingler, où il y a eu des politiques nationales après des décisions locales. Quand on parle du Tour de France ou du sapin de Noël, ou même de la voiture individuelle, en fait, tu t'affrontes en fait, à des cultures historiques des peuples qui sont... parfois centenaire, quoi. Et c'est très difficile, en fait, si tu dis, genre, bon, bah, moi, je vais aller contre ça parce que, genre, le sapin de Noël, c'est fini. Alors que ça fait des dizaines d'années, en fait, que, bah oui, à Noël, voilà, on met des sapins de Noël. Voilà. Et du coup... Des dizaines d'années. Ouais, bah, ouais. C'est beaucoup.
Bah, c'est-à-dire que c'est beaucoup. L'humanité, elle a 5 millions d'années déjà. Il faut quand même un peu relativiser les choses. Beaucoup des choses qu'on considère aujourd'hui comme étant absolument indispensables à notre existence, il y a 100 ans, n'existaient pas. Donc il faut quand même un peu relativiser. Je veux dire, moi, je me souviens des appartements parisiens quand j'étais gamine, dans lesquels il y avait encore une arrière-cuisine orientée au nord, parce qu'on n'avait pas de frigo. Donc voilà, là, c'est aussi notre travail de dire ça. C'est aussi notre travail de montrer qu'il y a autre chose de possible, en fait. Oui, mais t'as pas peur, en fait, que aujourd'hui, le mot écologie, que vous portez particulièrement dans ton parti, devienne un épouvantail. Et parce que moi, quand je dis le mot écologie, tu vois, à certaines des personnes de ma famille, c'est des agriculteurs, d'autres, c'est des ouvriers ou je sais pas quoi. Quand je leur dis écologie, tu vois, ils vomissent par terre, tu vois, et ils en ont peur de l'écologie. Parce que ce mot, il a été signifié par nos adversaires. Donc c'est à nous de le resignifier. Et ça ne peut pas se passer d'un travail idéologique et aussi du fait d'assumer la confrontation avec ceux d'en face, avec nos adversaires politiques qui sont, comme je viens de le dire encore, les représentants du capitalisme vert ou les représentants de l'écofascisme, qui ont le vent en poupe. Voilà. J'ai deux petites dernières questions, Bénédicte. La première, c'est qu'est-ce que tu vas faire d'ici le 9 juin? Bon, tu as été viré de la liste et tu as été suspendu de ton mandat de conseillère fédérale du parti. Qu'est-ce que tu fais jusqu'au 9 juin? Et surtout, comment tu envisages la suite, cette ligne en fait de confrontationnelle, on va dire, que tu portes, comment est-ce que tu entends la faire gagner au sein du parti et peut-être plus largement d'ailleurs au sein de la gauche? En continuant, en travaillant, en prenant part au débat public et puis en essayant de développer les idées que je porte, de les amener dans le champ politique. L'idée du communalisme, de seconde commune, de revenir à une démocratie beaucoup plus directe, à travailler des espaces de contre-pouvoir, comme je te le disais tout à l'heure, de contre-pouvoir populaire, qui sont aussi des lieux pour faire face à ce qui va se passer. Parce que là, on est un des risques du dérèglement climatique, par exemple, c'est la pénurie alimentaire. On sait que c'est une chose qui peut tout à fait se produire. Il suffit regarde ce qui s'est passé à Fukushima, jamais on avait envisagé un tel enchaînement d'événements. Imaginons un enchaînement d'événements comme quand il y a eu l'invasion russe en Ukraine, donc, la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Imaginons que tout à coup l'Ukraine ne distribue plus ses céréales, que nous devions revenir à vivre de ce que nous produisons en France, alors qu'une bonne partie, l'essentiel de notre agriculture est en réalité exportée, est une agriculture d'exportation. Ça voudrait dire qu'on serait éventuellement en face d'une pénurie alimentaire. La sécurité sociale de l'alimentation est un moyen de prévenir et de faire face à ces pénuries alimentaires de manière socialisée, c'est-à-dire pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui auront les moyens finalement d'accéder à de l'eau propre ou à de la nourriture qui ne soit pas trop dégueulasse, quoi. Donc, commencer à penser ces espaces d'auto-organisation et commencer éventuellement, parce qu'ils existent dans la société. C'est pas vrai que dans notre société, il n'y a pas ces espaces-là. Moi, j'ai fait très longtemps partie d'une AMAP. Par exemple, l'AMAP est un espace comme celui-là, sauf qu'elle ne concerne qu'une certaine catégorie de la population, parce qu'elle ne tient pas compte de l'ensemble des pratiques, parce que pour plein de raisons, elle ne concerne qu'une partie de la population. Donc il faut réfléchir à étendre ces espaces-là autour de l'alimentation, autour de la question de l'énergie, autour de la question des mobilités, etc. Il y a plein de lieux où ça peut être le cas, et on a besoin de travailler. On a besoin de travailler et on a besoin de réintroduire du
du débat politique. Et pour revenir à la question que tu me posais tout à l'heure, mais c'est-à-dire que les Verts, alors du coup, on pensait que vous étiez particulièrement démocrate et puis finalement, vous l'êtes pas tant que ça. Oui, ça c'est en effet, moi, une dérive que je regrette parce que je pense qu'en plus, contrairement à ce qu'on a raconté fut un temps, moi j'ai le souvenir de conseils fédéraux qui étaient pas à huis clos et avec la presse parce que justement il y avait du débat et il y avait parfois des clashs et donc ça attirait la presse, mais c'était un moment où on engrangeait du consensus. Parce qu'en fait, ça faisait l'actualité aussi. Hein. En se privant de débat, et on l'a vu sur la question de Gaza, en se privant du débat, on a une espèce de ligne erratique que les gens n'arrivent plus à suivre, ils ne comprennent pas où on est, mais alors, qu'est-ce que vous pensez au fond? C'est quoi votre ligne, en fait, hein? Et donc... Et on a besoin de réintroduire du débat entre nous, aussi pour savoir où on va. Et puis si on est des démocrates, la liberté, c'est, comme disait Luxembourg, c'est d'abord la liberté de celui qui ne pense pas comme vous, quoi. Et tu as bon espoir que ça se passe en fait dans ton parti, tout ce que tu racontes ou au bout d'un moment, non, parce que tes critiques parfois sont très vertes à l'égard de ton parti. Voilà, exactement. J'avais même pas tilté. Mais est-ce qu'à un moment tu vas dire bon merde, je claque la porte et puis je pars à la France Insoumise? Non, voilà, je partirai pas à la France Insoumise. J'ai soutenu Mélenchon en 2012. J'ai voté pour lui non, pas en 2012, pardon. Non, en 2012, j'ai soutenu Eva Joly. Et d'ailleurs, j'en étais très, très fière. Et voilà. Et en 2017, j'ai soutenu Mélenchon. Et en 2022, j'ai voté pour lui. J'ai pas fait sa campagne ou quoi que ce soit, mais j'ai voté pour lui. Et je l'ai dit juste avant le premier tour. Je m'en souviens, c'est pour ça que je me permets de te dire pourquoi tu ne rejoins pas la France Insoumise. Au vu de la dynamique qu'il y avait, je me suis dit ça peut peut-être aider à faire qu'il passe au deuxième tour et ça me semblait nécessaire. En tout cas, il était évidemment le seul à pouvoir éventuellement passer au deuxième tour. Tout pareil. Voilà, et moi, je n'avais pas besoin de 5 ans supplémentaires de Macron pour réaliser que c'était important que la gauche arrive au deuxième tour. Et sur les bases politiques en plus qu'il avait définies et que je rejoignais à bien des égards. Pas sur tout, mais à bien des égards. Mais ouais, qu'est-ce que tu me disais? Du coup, est-ce que tu as de l'espoir en fait que dans la transformation de ton parti dans le sens que tu veux? Ou est-ce que tu vas rester minoritaire? Parce qu'en gros, tu es minoritaire aujourd'hui. Non, alors c'est pas vrai. C'est ça qui est intéressant. C'est pas vrai. C'est-à-dire que je suis minoritaire dans une organisation politique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, qui est une organisation située. Voilà. Qui s'appelle les écologistes. Oui, les écologistes. Mais enfin, quand on dit les écologistes, moi, ça m'emmerde. Parce que si tu veux, déjà je vois sur les réseaux sociaux, il y en a qui me disent oui, mais les écologistes, c'est nous. Bon, alors, c'est qui les écologistes? Bon, voilà. Je trouve que c'est pas très futé d'avoir fait ça. Bon. Europe Écologie Les Verts, on sait ce que c'est, quoi. Et puis ça a une histoire qui est dans le nom, enfin, on sait ce que c'est. Bon, en tout cas, c'est comme ça, maintenant on s'appelle les écologistes. Mais il n'y a pas que les écologistes. Je veux dire, le monde de l'écologie politique, c'est un monde protéiforme, c'est une espèce d'écosystème, pour le coup, hyper foisonnant. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe pour l'écosystème, pour le vivant en général. C'est un écosystème hyper foisonnant qui va des ZAD au soulèvement de la terre, en passant par PEPS, par exemple, qui est un parti politique aujourd'hui que j'ai cofondé il y a 5 ans et qui s'appelle Pour une écologie populaire et sociale, et avec lequel moi je continue à interagir et à faire des choses. Hein. Jusqu'à Floria Gebali. Non, là on est dans... Non, moi je récuse ça. Moi je te parle du monde de l'écologie sociale. Voilà. Je te parle du monde de l'écologie qui n'est ni de droite, ni de droite. Voilà. Pas l'écologie attrape-tout, l'écologie sociale. Voilà. Et je pense que clarifier ça, c'est le premier travail à faire pour réussir à effectivement faire que l'écologie s'impose comme la boussole, que l'écologie sociale s'impose comme la boussole de la gauche française et puisse nous permettre de penser un futur possible dans nos sociétés qui ne passe pas par des schémas un peu éculés, à mon sens, et qui ont montré leur perfectibilité, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci à toi, Pablo.